Men with no hose. Where are you? So the men with hose are up here, receiving all of the attention from the hose, including you, and the men without hose are down here, trying to contact you on Bumble and not receiving an answer. Hope that helps. Ne rigolez pas, ça arrive en France et des nanas comme ça, il y en a de plus en plus. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. L'air est grave. L'air est plus que grave. Salut les machines, c'est Marvin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de concept de relations homme-femme et surtout on va y apporter la petite touche que j'aime bien apporter à l'ère des réseaux sociaux et dans l'ère du numérique. Donc nous allons parler des réseaux, nous allons parler des relations entre les êtres humains et on va faire un petit peu de complément de ma vidéo sur la SMV. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez checker parce qu'on va en reparler un petit peu. Donc voilà, vous avez vu, ne rigolez pas, c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi en Australie, c'est le cas aujourd'hui au Royaume-Uni, et je vais pas vous le cacher, si c'est le cas ici, en France, on est clairement parti dans la même direction, c'est le cas notamment à Paris, c'est le cas à Nice, et c'est le cas dans quelques grandes villes telles que Lyon, Bordeaux, Marseille. Donc du coup, vous vous rendez compte que ça risque d'envahir nos campagnes, et on n'est pas prêt d'avoir des relations épanouies. Donc voilà, il y a bien un risque massif qu'il y ait une destruction des relations hommes-femmes. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Prépare-toi quoi. Alors, la première partie à bien comprendre, c'est le concept et de la psychologie évolutionniste par rapport à ça. Donc, tableau. Donc le concept entre les hommes et les femmes, c'est de comprendre un petit peu le comportement de ce que recherchent les hommes, de ce que recherchent les femmes. Donc il y a un concept qui est très connu dans la manosphère, c'est la question en fait d'hypergamie, qui vient en fait du grec, d'accord, qui signifie au-dessus et mariage. Donc qu'est-ce que ça représente un petit peu dans nos sociétés un peu actuelles? C'est tout simplement préférer des alliances avec des conjoints de statut plus élevé, d'accord? Donc c'est ce que recherchent en général les femmes, et transposé à ce qui se passait autrefois, il faut pas oublier qu'en fait les nanas, avant, elles n'avaient pas la capacité de se défendre face aux prédateurs, ni d'aller chercher à manger, notamment quand elles étaient enceintes. C'était donc un risque majeur sur leur vie et la vie du petit, et donc du coup, impossibilité de perpétuer l'espèce. Il fallait donc un mâle fort, capable de protéger, capable de subvenir aux besoins, capable de donner aussi les bons gènes pour pouvoir pour donner plus de chances à ce que l'enfant puisse survivre dans la nature. Alors aujourd'hui, dans un monde technologique, aujourd'hui dans un monde, vous comprenez bien, qui est bien plus sécure, où il n'y a pas un tigre ou un mammouth qui va nous tomber sur la tête, vous l'aurez bien compris. Quel objectif aujourd'hui? Tout simplement, c'est quoi aujourd'hui la génétique? C'est tout simplement l'apparence physique, d'accord? Mais aussi, c'est quoi préférer la sécurité? C'est tout simplement la capacité de pouvoir être accepté socialement et d'avoir un rayonnement, c'est-à-dire d'être leader. Donc ça, c'est valorisé par les nanas. Et bien évidemment, ce qui est valorisé par les femmes en protection, c'est certes les muscles physiques, mais il y a aussi une autre chose, c'est la protection économique. Parce que l'argent, c'est ce qui vous permet d'être libre et de vous affranchir de tout un tas de contraintes. Vous voyez bien, la classe politique, les riches, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est pas le sujet. Donc, comprendre le concept d'hypergamie, c'est un concept en fait qui est purement de la survie. Donc, c'est pas la peine d'aller taper sur les nanas en disant « Ouais, mais bon, elles veulent toujours dater au-dessus ». C'est dans les gènes, c'est comme ça. Les hommes aussi ont bien évidemment leurs limites et bien évidemment leurs défauts, on y reviendra juste après.
Donc là, je vais vous illustrer ça en fait par un petit graphe ici, d'accord? Ce graphe-là, essayez de le comprendre. Ici, vous avez un pool d'hommes, d'accord? Un pool de femmes ici, d'accord? Bon, j'aurais pu mettre 4 hommes, 4 femmes, ça n'aurait pas changé le graphique. Hein, on peut même en mettre une autre là, si vous voulez, pour l'égalité. Boum, tac. Donc, quel est l'objectif? On essaye de comprendre un petit peu ce qui se passerait normalement dans un état de survie où chacun, dans une société patriarcale où il y a des classements verticaux, bah en fait, ce qui se passerait dans un monde idéal, c'est que dans un monde idéal, il se passerait ça. Voilà. Tac, 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 tac. Sauf que, évidemment, la femme, elle, ne va pas voir les choses de cette manière-là. Parce que pour optimiser la survie de l'enfant, comprenez qu'on ne peut pas se permettre de taper sur les hommes les plus insécurisés et insécurisants. Donc du coup, l'hypergamie, c'est quoi le concept? Et bien, la femme, en fait, va dire ça, moi, j'en veux pas, ça non plus, ça non plus, et donc du coup, je vais dater up. Donc, toujours au-dessus, si possible, le plus haut. Si c'est pas possible, je me rabats sur le un peu plus bas. Alors évidemment, la femme 8 sur 10 va dater encore plus haut, hein, donc les 9, 10, d'accord? Et on va avoir en fait deux types de gars qui vont se retrouver en fait sur le carreau. Voilà, en gros c'est un petit peu ça. Donc c'est ça le concept d'hypergamie. On voit ça énormément dans le règne animal, ce n'est pas surprenant du tout. Du coup, eux se retrouvent en fait exclus des marchés de rencontres, mais dans un monde où l'homme aurait entre guillemets un peu le pouvoir, les mecs en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est un peu le fouillis. Les mecs en fait, eux, ils vont dater. Alors je vais mettre en rouge le mariage. Donc le mariage, il serait là, d'accord? Et je vais mettre en bleu, en fait, les possibilités qu'un homme donne de l'attention à une femme. Donc je vais vous dire une chose, en fait, tous les hommes vont faire ça. Tous. Tous. En fait, ils vont donner de l'attention à tout le monde. Et c'est le gros problème du dating aujourd'hui, c'est qu'on donne de l'attention à tout le monde. D'accord? Je reviens un petit peu sur la notion de concept. Ce qui va surtout se passer, c'est vu que les femmes vont pas donner d'intérêt à lui, et à lui on verra plus tard, lui là, qui se retrouve en haut de la pyramide, lui il va donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'attention à tout le monde. D'accord? Boum, hop là. Boum, et boum. Et donc, en fait, la nana va se dire, tiens, je peux avoir lui, je peux avoir lui, je peux avoir lui. Mais en fait, la réalité du temps, c'est que ici, il va y avoir mariage. D'accord? Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Plomb cul et plomb cul. Bon, à la limite, si ça c'est pas possible, il pourrait marier celle-ci. D'accord? Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas hypergame, il est polygame. Donc l'homme, lui, son objectif, c'est répandre son ADN partout. Il faut qu'il puisse transmettre ses gènes. Donc voilà à peu près les concepts. La femme va toujours chercher ce qu'il y a le plus au-dessus possible et disponible pour elle. Mais l'homme, lui, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va enchaîner les conquêtes pour avoir plus de chances en fait que ça soit que les femmes qui sont disponibles puissent enfanter son enfant à lui. Pas ceux des autres hommes, mais le sien. D'accord? Voilà pour le concept. On passe en fait sur l'application du monde réel aujourd'hui. Ensuite, la deuxième partie, nous allons voir un petit peu le concept d'hypergamie, de polygamie à travers les âges et en pratique. Donc, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, l'homme, donc c'est le pourvoyeur de l'espèce, c'est celui qui donne les ressources, qui va les chercher et qui les donne à la femme, et la femme c'est toujours la gardienne de l'espèce, c'est elle qui enfante. Et l'homme étant évidemment plus costaud que la femme, n'en déplaise aux gauchistes de l'indifférence,
l'homme et la femme ont des qualités différentes, sont complémentaires et ne sont pas égaux, d'accord ? Je parle pas de l'égalité en droit, je parle de l'égalité physique, psychologique et dans les aptitudes, etc., corporelles, etc. Donc, pourvoyeur, gardienne de l'espèce, donc quand il n'y avait pas de société, et que c'était on va dire la société très tribale à l'époque, et ben seul l'homme dominant était polygame et donc enfantait les femmes. Mais le problème c'est que du coup il y avait des femmes qui étaient laissées sur le carreau, certaines mouraient par absence en fait de pourvoyeur et de protection. Donc au fur et à mesure dans l'ancien monde on a une régulation de la polygamie de H, surtout des dominants, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Et en fait ce sont les familles qui choisissent les femmes à peu près de même niveau social, ce qui fait qu'on a à peu près plus réellement d'hypergamie et de polygamie. En fait, on a toujours le même niveau, plus ou moins équivalent. Ça, c'est dans l'ancien monde. Dans un monde après où les femmes ont eu un peu plus de droits, mais pas tout à fait encore, il fallait toujours que la polygamie masculine se fasse avec restriction. Et pour éviter de laisser les femmes sur le carreau, puisqu'elles n'avaient pas le droit de travailler, on a mis en place en fait le mariage. Le mariage garantit en fait à ce que l'homme ne puisse pas fuir de ses responsabilités. Et si ce fut le cas, alors évidemment il y avait des pressions sociales, religieuses, mais bon, si on met ça de côté, en fait l'objectif du mariage c'était de garantir aux femmes la possibilité de s'en sortir si l'homme ne faisait pas le travail. Donc, l'homme est polygame avec la restriction, c'est-à-dire qu'il peut, tant qu'il n'est pas marié, il peut évidemment être polygame comme il en a envie. Et bien évidemment, les femmes redeviennent hypergames avec la restriction. Qu'est-ce que c'est la restriction ? En fait, c'est uniquement le choix disponible qui s'offre à elles. Et oui, il n'y avait pas forcément la technologie comme la voiture, les transports en commun, les réseaux sociaux, et donc du coup, les femmes ne choisissaient que dans le pool du choix disponible. Donc si c'était dans un village, il n'y avait pas énormément de choix, elles prenaient le meilleur de ce qu'elles pouvaient s'offrir à l'époque. Donc en fait, finalement, même s'il y avait de l'hypergamie, on retrouvait en fait les hommes de haute valeur avec les femmes de haute valeur, les hommes de moins bonne valeur avec les femmes de moins bonne valeur. Quand je parle de valeur, je parle pas de personnalité ou de valeur morale, je parle uniquement de ce qui est recherché chez la femme par l'homme et chez l'homme par la femme. D'accord ? Donc ça n'a rien à voir. Et puis vous avez le monde moderne où on forme des couples un petit peu sentimentalo-pragmatiques où en fait le top 10% des hommes chassent en fait 100% des femmes, puisqu'en fait toutes les femmes veulent le top 10% des hommes. Et c'est rendu possible grâce à des choix qui sont illimités, grâce à la technologie, et au fait qu'il n'y ait plus de survie menacée, c'est-à-dire que si l'homme et la femme se séparent, l'homme et la femme ne sont plus en danger de mort, notamment l'hiver, ne crèvent plus de froid, de faim. Et puis bien évidemment, il y a de la technologie qui permet de remplir le rôle de la femme et le rôle de l'homme. D'accord ? Donc par exemple avec les Uber, les Tinder, les Netflix, etc. Tout ce qui est service, en fait, remplace ce qu'un couple hétérosexuel, c'est-à-dire un homme et une femme, pouvaient faire au quotidien. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de risque et c'est pour ça que les divorces augmentent, etc. etc. Alors qu'est-ce que ça donne ? On va parler sur tout ce qui nous intéresse, c'est la différence entre le monde traditionnel romantique et le monde moderne où il y a des couples sentimentaux pragmatiques qui se forment. Alors, c'est quoi la différence et pourquoi c'est plus dur aujourd'hui ? Je vais vous montrer ça, en fait, avec un dessin, vous allez vite comprendre la difficulté de la quête aujourd'hui. Voyons. Donc dans un monde où il n'y a pas de technologie, imaginons ça, c'est la carte du monde. Alors, je n'ai pas dessiné les pays, mais vous avez bien compris, ici, là, vous avez les États-Unis, l'Europe, l'Afrique, c'est un schéma, et puis, bien évidemment, vous avez l'Asie, d'accord, et l'Australie. Ok ? Imaginons, donc là, il faut comprendre que dans un monde où la technologie est très rare, en fait, il n'y a pas de communication, ou du moins très peu, entre les continents et les pays, ce qui fait que
en fait, le pool disponible, il se situe localement. D'accord ? C'est ici que H et F vont se trouver, pas à l'international. Donc, on va faire un énorme zoom, d'accord ? On fait un gros zoom, et on va aller, en fait, dans un pays avec plusieurs villes. Voilà, imaginons que vous avez une ville là, une ville ici, une ville là, une ville ici, etc., etc. Donc, en fait, dans un monde plus traditionnel, ce qui se passe, c'est qu'ici, vous avez des hommes, tac, 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 des femmes, etc., etc., etc. Même chose ici, même chose ici, même chose ici. Si vous voulez, à l'époque, la communication ici ne peut pas se faire parce qu'il n'y a pas les moyens technologiques de pouvoir communiquer. Donc les couples, si on zoome un peu, sont obligés de se former localement. D'accord ? Ce qui fait que, si on reprend nos notations ici, hop là, bon, c'est grossier, hein, c'est très simplifié. Je suis obligé de faire vite, sinon on en a pour 50 minutes de vidéo. Hein. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une faible hypergamie ici. Mais qui sera limitée parce que, en fait, si lui... Parce que c'est les femmes qui choisissent le sexe, s'il y a sexe ou pas, mais ce sont les hommes qui choisissent s'il y a couple. D'accord ? Donc, si lui décide de dire, moi je me mets en couple avec elle, les autres, en fait, elles n'ont pas le choix que de dire, ça c'est mort, en fait. Donc, du coup, moi je vais m'atteler là. Si lui décide de dire, moi je me mets ici, donc du coup, elle n'a pas le choix que de se mettre là, et elle n'a pas le choix que de se mettre là. Donc, l'hypergamie est limitée. Et la polygamie est limitée parce qu'en fait, s'il se marie, il n'a pas le droit de tromper, sinon il y a faute. Et s'il y a faute, du coup, il doit payer. Donc c'est payant en fait d'être polygame à cette époque-là. Sauf que, avec la technologie, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors au début, la voiture, les moyens de transport, en fait, ça, c'est rendu possible. Donc du coup, il y a un peu plus de concurrence, et ce schéma, en fait, vous le retranscrivez là, vous le retranscrivez là, et vous le retranscrivez là. Et bien évidemment, une femme 6 sur 10 peut très bien dire, moi, je vais faire concurrence ici. Et c'est là où, en fait, l'hypergamie devient de plus en plus sélective. D'accord ? Donc, là, on arrive sur un schéma qui devient un petit peu compliqué. C'est qu'aujourd'hui, si je reprends ma carte du monde, avec la technologie. D'accord ? Donc je reprends ma carte du monde, je refais mes symboles, d'accord ? Boum, boum et boum. C'est qu'aujourd'hui, avec Tinder, Instagram, TikTok, etc., c'est que les communications sont devenues possibles entre tous. C'est-à-dire que maintenant, le dating, il est mondialisé tel que le commerce international. C'est-à-dire qu'une femme ici, qui serait 4 sur 10, pourrait très bien dire, mais moi, j'attends qu'il y ait un homme, 8 sur 10 ici, qui vienne me chasser. Et là, vous vous rendez compte que tous les hommes ici, si on met 9, 7, 5, et qu'on met les femmes de la même manière, dans un marché global, donc 9, 7, 6, 5, 4, 2. Que vont faire les nanas ? Les hommes en fait vont se dire tiens, le marché il est mondialisé, donc la polygamie va être hors limite, donc moi je vais chasser tout le monde. Les nanas vont dire très bien, moi je suis un 2 mais lui il me chasse, sauf que ce qu'elle comprend pas c'est que c'est un plan cul et il y aura jamais couple. Et donc lui il va pouvoir quand même tirer un peu son épingle du jeu en allant un peu plus bas. Et par contre, eux sont virés du dating. Parce qu'ils n'ont plus les moyens de pouvoir conquérir n'importe qui. Parce que si une 2 sur 10, et bien évidemment, si une 2 sur 10 a l'attention d'un homme 9 sur 10, elle va pas se rabattre par hypergamie sur un homme qui est 3, 4 ou 5, même si c'est au-dessus d'elle. D'accord ? Donc il y a une impression d'abondance, de pouvoir toujours faire mieux. Que ça soit pour les hommes, que ça soit pour les femmes, mais surtout pour les femmes, parce qu'en fait, les nanas sont toujours les gardiennes du sexe et de l'espèce, et c'est elles qui choisissent si elles disent oui ou non pour écarter les cuisses.
Et les hommes, eux, en fait, ils s'en fichent. Eux, par réflexe polygame, eux, ils s'aiment. Mais malheureusement, les femmes ont le pouvoir de dire non. Et plus vous semez, c'est un peu comme la bourse, hein, plus vous valorisez une action, plus elle prend de la valeur et plus elle est chère à l'achat. Donc c'est ça qui pose un petit peu de problème. Donc les nanas sont validées. Et puis, étant donné qu'elles peuvent se séparer en étant aujourd'hui payées pour pouvoir le faire si elles sont mariées, et en plus, il n'y a plus de problème de survie parce que la technologie paraît à tous ces problèmes de logistique que l'homme pouvait apporter, et ben tout simplement, c'est la mort de l'homme moyen. Mais ça, on va voir dans le chapitre suivant. Alors, passons à la suite. Et pourquoi ça devient hors de contrôle. Alors j'ai ma feuille de notes pour vous donner un petit peu ce que j'en pense, et je vais vous donner un petit peu pourquoi ça devient hors de contrôle. Alors la première chose, c'est que du coup, une petite proportion d'hommes étend sa polygamie, et du coup vient... tout simplement avoir des plans cul avec 5, 6, 10, 20 femmes en même temps. D'ailleurs, ce que pourrait appeler plus communément des pervers narcissiques chez les nanas, ou bien des connards. Et de l'autre côté, vous avez donc du coup des hommes, la majorité des hommes qui n'ont plus d'opportunités et qui donnent une attention démesurée aux femmes qu'on peut retrouver sur Tinder, qu'on peut retrouver sur Bumble, etc. Ce qui engendre donc par conséquent une inflation de la valeur de F, ce qu'on appelle the inflation en anglais, l'inflation des grosses putes, hein, voilà tout simplement. Les nanas deviennent insupportables, deviennent très très exigeantes et ont l'impression de mériter des hommes qui sont 9 sur 10 alors qu'elles sont 2 sur 10, et malheureusement se font toujours leurrer parce qu'elles ont l'attention de ces hommes-là qui couchent avec, hein, d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'ils ont cette impression qu'elles peuvent avoir toujours mieux, mais la réalité des choses, c'est qu'elles écartent les jambes, c'est un peu navré, mais c'est un peu comme une espèce de garage à foutre. En gros, les hommes se déversent, les hommes de haute qualité se déversent sur elles, mais ne proposeront jamais un engagement. Et donc c'est un peu comme en bourse. Si la majorité des acheteurs achètent une action, celle-ci grandit, mais ça ne veut pas dire que l'entreprise en question est en bonne santé financière. Tout simplement dire qu'il y a un intérêt. Et que du coup, si c'est prisé et que ça devient rare, vous imaginez bien que ça prend de la valeur. Ensuite, F cède beaucoup plus à sa pente. Pourquoi ? Parce que la dopamine engendrée, la validation, c'est-à-dire l'ego plus la dopamine engendrée par les sites de rencontres, les réseaux sociaux, la validation constante, vient désensibiliser la zone de la récompense et donc créer une addiction à la dopamine, et un excès de dopamine détruit les neurones du cortex cérébral, venant un petit peu rétrécir comme une glace qu'on laisserait au soleil, une glace qu'on mange, vient rétrécir un petit peu le cerveau et empêche en fait la réflexion, le développement personnel et le travail sur l'estime de soi. Dans ce cas-là, on arrive sur une gestion émotionnelle qui est catastrophique et on arrive vers la pente destructrice. Évidemment, le côté obscur de F, c'est d'être une grosse pute, d'être une courtisane, et donc, qu'est-ce qui arrive ? La femme va se vendre en fait, et c'est là où après il y a eu l'événement de technologie qui vient à ça, c'est OnlyFans, la pornographie, etc. Et malheureusement, ça ne vient pas augmenter la valeur des femmes, mais au contraire ça la détruit, car ces femmes-là ne jouiront plus à l'avenir de validation quand elles perdront de l'attrait physiquement. Et malheureusement, quand vous ne développez pas personnellement, que vous misez uniquement sur votre physique, vous êtes validé par ça, notamment le privilège des femmes très belles, et c'est d'ailleurs le plus grand drame de ces femmes-là, c'est qu'elles n'ont pas eu besoin, pour obtenir tout ce qu'elles veulent, de pouvoir travailler sur leur personnalité ou leurs compétences, etc., ou leur business, parce qu'en fait, elles sont directement validées parce qu'elles sont belles. Sauf qu'après, évidemment, quand elles ont 40, 50 ans, ça n'existe plus et c'est la dépression. D'ailleurs, vous avez des influenceuses qu'on verra dans 10 ans, qui sont toutes en dépression, un peu comme la télé-réalité, et OnlyFans n'est que le début, et vous verrez tout un tas de femmes totalement détruites par ces plateformes.
mais aussi parce que le discours environnant et sociologique du féminisme, du gauchisme, qui incite les femmes à être des salopes éthiques, parce que c'est empouvoirant de mener les hommes. Donc en fait, c'est... comment expliquer? En fait, ils ont l'impression que ça augmente leur valeur de mener les hommes par le bout du nez, et malheureusement, plus une femme a des partenaires sexuels, plus il y a de la dopamine en excès dans le cerveau, et moins elle est en capacité d'être patiente, d'être humble et d'être stable émotionnellement. Donc du coup, ça donne des relations catastrophiques. Surtout si elle a cru en certains hommes qui lui ont mené, par exemple, qui lui ont promis monts et merveilles, il y a eu des pervers narcissiques ou des connards, où il y a eu des tromperies, etc., avec ce top 10% des hommes qui vont tromper forcément. Par conséquent, il y a des traumas à gérer, et l'homme moyen n'a pas envie de gérer ces traumas. Le gouvernement qui donne de l'argent aux femmes pour sortir des relations, oui, grâce au mariage. Et bien évidemment la technologie, où hommes et femmes ne sont plus condamnés à la mort en se séparant, puisque la technologie vient bien évidemment aider les hommes et les femmes à combler leurs lacunes. Donc les femmes, tout ce qui est logistique, les hommes, tout ce qui est intendance. Parce que aussi la technologie donne d'autres sources de distraction, donc le quotient intellectuel, émotionnel et social se détruit, car on arrive à une gestion de la dopamine dysfonctionnelle, ce qui amène des comportements émotionnels destructeurs. Et ensuite, pour terminer, les études et le travail, les femmes étant beaucoup plus diplômées par hypergamie, vont chercher des hommes au-dessus de leur valeur, sauf que les hommes sont moins diplômés aujourd'hui en France. Et donc, malheureusement, les femmes ne sont pas prêtes à se poser avec des hommes qu'elles considèrent inférieurs, bien que je l'ai toujours dit à Devient une machine, et je vous le dis toujours, les machines, ce n'est pas le diplôme qui fait les compétences, même si bien évidemment dans certains métiers il n'y a pas le choix. Ce qui compte, c'est de vous former, de vous développer et d'aller toujours vers le meilleur sans détruire votre santé, bien évidemment. Alors j'essaye de vous la faire vite, mais en gros la libération féminine et la pilule a amené en fait une libération de la sexualité féminine, ce qui n'est pas mauvais en soi, qu'on soit bien d'accord, c'est même plutôt génial qu'il y ait cette technologie. Mais du coup, ça a contribué à ce que les femmes soient déresponsabilisées. 1, parce que si elles quittent leur mari, elles sont payées pour ça, quand elles sont mariées. 2, parce que la technologie a amené les femmes à être dans une hypergamie mondialisée et non plus localement, et donc elles ont l'impression d'abondance. Même chose pour les hommes, mais eux, c'est les dindons de la farce, parce qu'en fait, les femmes ne sélectionnent que 5% des profils, d'après les stats Tinder. Le discours féministe qui les pousse à embrasser leur côté obscur, et bien évidemment les relations sociales qui sont détruites par la distraction, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la technologie, parce qu'on ne fait plus preuve d'empathie, hommes et femmes. On ne fait plus preuve d'empathie et on ne développe plus son quotient émotionnel et social, et un surplus de dopamine détruit le quotient intellectuel. Bien sûr, les femmes privilégiant aujourd'hui des carrières beaucoup plus longues ne sont plus enclins à se marier. Donc du coup, vous avez les choses suivantes, c'est que du coup les relations hommes-femmes sont complètement détruites parce que les hommes ne savent plus quoi faire. On demande aux hommes d'être féministes, mais en même temps les femmes recherchent des hommes masculins, les hommes étant dans une dissonance cognitive car ceci n'est pas logique. Ils ne savent plus où se placer et préfèrent se retirer du dating. Alors, les hypothèses et les conséquences, du coup, je vais vous les donner. C'est que vous avez une destruction du couple et des valeurs traditionnelles. D'accord ? Une faible quantité d'hommes à la majorité du pool féminin et donc du coup se reproduit et a du sexe, tandis que 80% des hommes ont décliné au niveau sexuel. Vous avez aujourd'hui un tiers des hommes qui n'ont pas eu de relations sexuelles. Donc ça, c'est les hypothèses, c'est-à-dire qu'en fait, une plus grande partie des hommes n'auront plus accès au sexe. Les femmes auront plus de partenaires sexuels au cours de leur vie et auront tendance à beaucoup plus tromper lors de leur pic de SMV. Il y aura de plus en plus, autre hypothèse, il y aura normalement de plus en plus de célibataires. L'âge du mariage devrait reculer
ils devraient moins avoir d'enfants et ils devraient du coup avoir plus de parents célibataires, je dirais plus de mères célibataires d'ailleurs, et ils devraient avoir chez les générations Z de plus en plus de solitude. Donc ça, c'est les hypothèses que je mets à cause de l'inflation de la valeur féminine. Maintenant, nous allons voir ça, si c'est prouvé d'un point de vue statistique. Bon, il est temps les machines de prouver un petit peu les hypothèses. Et donc les hypothèses, forcément, c'est la destruction du couple, des valeurs traditionnelles, et donc par conséquent un graphique où il y a de plus en plus de célibataires. Alors pour ça, j'ai quelques graphes à vous montrer, et nous allons en tout cas nous pencher sur une étude aux États-Unis. Je vais essayer de vous donner des statistiques françaises, hein, mais c'est un peu plus compliqué. Aux États-Unis, par exemple, nous avons donc cette statistique où les 18-34 ans qui n'ont pas évidemment de partenaire, et comme vous pouvez le voir, les 18-34 ans en 2018, et surtout vous voyez cette petite pointe à chaque fois, c'est 2007. C'est 2007, c'est la sortie des smartphones et l'explosion des réseaux sociaux. À chaque fois, vous pouvez y avoir le droit. Ça vient augmenter, et bien évidemment, ce sont les générations qui ont grandi avec ça qui sont le plus touchées, et on peut voir qu'il y a de plus en plus de célibataires, plus que jamais, enregistrés d'ailleurs aux États-Unis. Alors en Europe ou en France, est-ce la même chose? Vous avez le cas des pays scandinaves, où carrément les femmes injurent les hommes de vouloir venir les draguer, et elles sont frustrées parce que les hommes ne prennent plus l'initiative pour venir les draguer. En Suède, par exemple, il y a énormément de phénomènes de MGTOW, donc les hommes qui vont carrément rester célibataires avec le mouvement des incels. Alors en France, il y a évidemment une courbe, vous voyez le mariage qui recule, et vous avez le nombre de célibataires qui augmente, mais là on est à tout âge confondu. Donc on peut voir, mais si on faisait par âge, j'ai pas les statistiques par âge, mais si on faisait par âge, on verrait que les jeunes, pareil en France, sont de plus en plus célibataires, et toujours au même moment, vous avez une augmentation depuis 2007. 2007, c'est vraiment le moment où la technologie est entrée dans nos poches, et ça a de grosses destructions, ce que je disais, hein, la dopamine, l'impression d'avoir accès à l'abondance amène la destruction des relations sociales, et surtout des relations amoureuses. Merci Instagram, merci TikTok, merci le féminisme. Et si on va un peu plus loin, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, où on remarque que le célibat est quelque chose d'assez intéressant, notamment dans cet article de Libération, où par exemple on voit quand même que les parcours conjugaux entre hommes et femmes sont différents. La femme monte plus tôt dans la conjugalité, donc ce qui permet de dire que la SMV des femmes est quand même plus haute plus tôt par rapport à celle des hommes. Première chose bizarre. D'ailleurs, 22% des femmes de 26 à 29 ans sont en couple, ne sont pas en couple, pardon, sont célibataires, contre 30% des hommes, donc les hommes sont bien plus seuls au début. Deuxième chose bizarre. Et au fur et à mesure que ça arrive, on voit qu'à 40 ans, c'est... Bon, déjà ça diminue, mais c'est surtout que les femmes ont beaucoup plus de... Là, il est ici, que les femmes ont beaucoup plus de mal à retrouver quelqu'un après 40 ans, et que ce qui n'est pas le cas des hommes en fait, c'est beaucoup plus simple. Oh, comme c'est bizarre. Oh alors. Et donc, alors après, faut pas oublier que c'est quelque chose qu'on rapporte, donc il y en a ils disent que c'est un choix, mais je suis sûr que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce qu'on remarque, c'est quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui semblent être heureuses seules. Donc on est bien sur une destruction des valeurs traditionnelles du couple. Je n'accuse personne, je ne dis pas que il est coupable, je dis simplement c'est curieux. Mais bon, quand on regarde un petit peu les statistiques, on remarque quand même qu'après 40 ans, les femmes finissent par chialer d'être seules, et que ça devient compliqué, et que ce qui était facile avant ne l'est plus après. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est que finalement, les femmes aiment être célibataires au départ, parce qu'en fait, on ne faut pas comparer le célibat masculin et féminin, hein.
un homme célibataire, quand il dit qu'il est célibataire, c'est qu'il est seul, il souffre de solitude, alors qu'une femme, vous avez toujours des hommes qui sont autour et qui sont prêts à amener tout un tas de services et de logistique aux femmes de cet âge-là en espérant avoir une faveur sexuelle au retour. C'est-à-dire qu'une femme célibataire ne l'est jamais vraiment. Elle peut à tout moment avoir accès à tout ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les stats Tinder, ou bien même, il suffit de poser la question à un homme de SMV moyenne et une femme de SMV moyenne, poser la question à la femme moyenne et à l'homme moyen sur leur ressenti sur le célibat et leur sentiment de solitude, et vous verrez de suite qu'on n'est pas du tout sur la même chose pour une femme de 20 ans que pour un homme de 20 ans. Mais tout comme on arrive aussi vers 40, 50 ans, on peut poser la question aussi sur le célibat des femmes qui devient bien plus pesant que celui des hommes en général. Donc vous voyez bien que ça a bien une corrélation avec la pyramide de la SMV. Comme quoi, on le voit en fait sur le déclaratif et sur les statistiques que cette pyramide n'est pas si erronée que ça. Donc pour conclure sur ce célibat entre les 18 et 34 ans, l'hypergamie et le féminisme actuel dit aux femmes que de toute manière elles sont géniales et qu'elles n'ont pas besoin de faire de développement personnel et qu'elles peuvent toujours faire mieux. Ça se traduit forcément par le fait que elles ont le choix et que les nanas ne sont pas obligées de se poser, sauf si elles arrivent à toucher le top 5 ou 10% des hommes. L'hypothèse suivante, c'est que les femmes ont plus de partenaires sexuels et les hommes ont de moins en moins de rapports sexuels. Alors, si on se penche sur ce graphique, qui est intéressant, pareil, sur les 18-30 ans, donc fin de génération Y, génération Z, on voit évidemment que de toute façon les hommes et les femmes ont moins de rapports sexuels, globalement, mais que surtout depuis 2007, donc je vous ai tracé le trait, depuis 2007 et l'arrivée des smartphones, des applications, des réseaux sociaux, on remarque très clairement que le taux de sexualité, de non-sexualité des hommes a été multiplié quasiment par 3 en seulement 10 ans, ce qui est assez incroyable. Je vous ai tracé en bleu la ligne, c'est là où il y a eu MeToo. Et vous voyez que, en fait, vous pouvez remarquer que ça a encore plus augmenté selon les statistiques. Donc, on voit très bien que, encore une fois, les réseaux sociaux amènent des choses qui sont juste intenables. Alors, en ce qui concerne le nombre de partenaires féminins, c'est un petit peu compliqué parce que, en réalité, en France, nous avons tout âge confondu, toutes les générations confondues. Et il y a 2 biais cognitifs, donc du coup le premier c'est que c'est pas classé par âge, et le deuxième biais cognitif c'est que c'est du déclaratif et les hommes surestiment et les femmes sous-estiment. Donc en France, les hommes ont 2 fois plus de partenaires sexuels au cours de leur vie que les femmes, mais ça concerne aussi les anciennes générations où la libération sexuelle de la femme n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. En revanche, on peut se pencher sur les études norvégienne où on peut voir en fait le nombre de partenaires sexuels chez les femmes et chez les hommes dans les pays du féminisme justement. Et qu'est-ce qu'on voit c'est que les femmes ont de moins en moins de partenaires uniques. On le voit énormément chez les 18-24 ans notamment, c'est des stats qui s'effondrent. On voit la différence entre les hommes, la courbe en vert, c'est 2015. Donc chez les 18-24 ans, on voit chez les femmes que c'est beaucoup, beaucoup plus élevé. Et par contre, il y a une différence pour les 35-44 ans, là où la SMV justement des femmes diminue. Et c'est là où on voit qu'en fait, il y a une minorité d'hommes qui baisent tout ce qu'ils veulent et vous avez une très large majorité de femmes qui ont accès à tout le pool masculin quand elles veulent. Et donc du coup, en fait, le nombre de partenaires sexuels féminins par rapport au masculin chez les jeunes, les 18-30 ans, est bien plus élevé chez les femmes.
Donc vous imaginez que quand vous entendez que les hommes sont tous des connards et qu'ils trompent, la réalité c'est que les femmes donnent du pouvoir à des minorités d'hommes qui ont accès à toutes les femmes et qui du coup trompent. Mais dans la large majorité, chez les jeunes, c'est les femmes qui sont plus à aller justement à tromper, hein, et pas l'inverse. Ça se rééquilibre et ça s'inverse quand l'homme atteint son pic. Sur les prochaines hypothèses, on peut voir que les hommes et les femmes se marient beaucoup plus vieux. Et ça, c'est dû au fait que les femmes sont dans la désillusion de trouver toujours mieux et qu'elles finissent au final par se rendre compte que 30 ans passés, pas d'enfants et pas de couple solide, et elles finissent par forcer un petit peu les hommes de leur âge, voire un peu plus vieux, à se positionner, ce qui n'arrive pas toujours. Parce qu'on peut, alors là c'est l'âge du mariage, mais si on peut voir aussi sur l'INSEE en France, le mariage, on peut se rendre compte qu'en fait, depuis 2002, ça a tendance à baisser de plus en plus. Donc c'est intéressant de voir que ça baisse et de se dire que finalement il y aura de moins en moins de femmes et d'hommes mariés à l'avenir. À cause justement de cette désillusion. Désillusion qui du coup, vous aurez bien compris, aura une incidence sur le nombre d'enfants par femme. Voici le graphique de fertilité, donc le nombre d'enfants par femme, où bien évidemment, je vous ai mis un petit graphique où on voit un petit peu ça c'est un petit peu la courbe de naissance par femme dans le monde, et vous avez ensuite tous les pays de l'Ouest, avec les cultures relativement... car même si, évidemment, il n'y a plus d'obligation de mariage pour pouvoir faire des enfants, mais ça veut dire que les couples sont beaucoup moins stables, que la situation financière aussi amène ça, hein. C'est pas qu'un problème d'hypergamie, mais du coup, si les hommes sont plus pauvres, forcément les femmes vont aller rechercher une sécurité supplémentaire. Du coup... On voit bien que il y a un déclin très large au niveau du mondial. J'ai mis l'Afrique pour vous donner un ordre d'idée. Et vous voyez toutes les cultures occidentales, donc l'Allemagne, l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis, la France. La France fait figure d'exception un petit peu, puisqu'on voit que dans les années 2010, la France a quand même gardé un nombre d'enfants par femme aux alentours de 2. Je vais pas vous mentir, c'est l'immigration qui fait ça, hein. Rien à voir avec la française moyenne. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou. C'est pas tabou. Je peux pas vous laisser dire ça. Mais pour vous donner un ordre d'idée, d'ailleurs on voit l'Allemagne remonter dans les années 2020 sur le nombre d'enfants par femme parce qu'ils ont fait venir des migrants. Donc on voit bien que c'est pas du tout l'Européen et l'Européenne qui font des enfants, mais ce qu'on voit bien, c'est que des illusions à choisir le partenaire parfait chez les femmes, trop d'hypergamie, amènent une chute drastique du coup de nombre d'enfants par femme, et on le voit bien donc aussi avec deux graphiques en France, le taux de fertilité décroît inexorablement en France, et l'âge aussi de la mère par rapport au premier enfant, on voit sur ce graphique à peu près en 1967 combien de temps c'était, et en 2010 il y a quasiment 10 ans d'écart entre 1967 et 2010, et encore on n'a pas 2020 qui serait relativement sensible à 2010, mais vous voyez qu'il y a une baisse de la fertilité, et surtout en plus de la baisse de fertilité, il y a aussi un décalage du premier enfant en tant que maman. Bien évidemment, les parents célibataires. Alors sur le premier graphique, on peut voir que depuis 1950, ça a triplé par rapport à 2022. Mais, quand on voit un petit peu la différence entre juste mère et juste père, on se rend compte que je m'étais un petit peu trompé, je pensais qu'il allait y avoir un peu plus de mère, mais finalement la justice commence à faire son travail et à ne pas reconnaître le père comme un moins que rien. Quand il s'agit d'élever les enfants, ça sert aussi à ça le féminisme quand même. Et donc du coup, on
on peut se rendre compte que du coup, il y a quand même de plus en plus de parents célibataires, il y a plus de pères célibataires aussi, mais dans tous les cas, il y a plus de parents célibataires et on sait très bien que il faut la mère et le père, il faut des figures maternelles et paternelles pour que l'enfant puisse grandir convenablement et se construire correctement. Ce qui fait inexorablement une société plus génocentrée et avec des dysfonctions au niveau émotionnel chez les jeunes, puisque on voit de plus en plus, on le voit bien dans les années, si on reprend les statistiques, on se rend compte que depuis les années 80, ça a explosé, quoi. Conclusion de ces graphiques, la société évolue, il va falloir pour pouvoir s'en sortir, va falloir comprendre que malheureusement les couples ne sont plus acquis, ont en moyenne entre 5 ans et 10 ans de durée de vie sur des relations sérieuses, et que les femmes aujourd'hui choisissent des choses assez incroyables. Juste pour les stats Tinder, pour vous rendre compte un petit peu ce que ça donne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tinder, 80%, les 80% les plus mauvais des hommes en termes d'attirance, aujourd'hui sont en train de se disputer les 22% des femmes les moins attirantes, et 78%, le top 78% des femmes se battent pour le top 20%. Alors d'après The Gini Coefficient, World National Economies, il faut comprendre qu'aujourd'hui, un homme moyen est liké à environ 0,87%, soit une fois sur 115 par une femme sur Tinder. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, les nanas ont des attentes irréalistes. Je vous montre un petit peu des profils de ce qu'on peut voir sur les sites de rencontres qui sont assez hallucinantes. What? Par exemple, je ne recherche que des hommes d'1m90 et plus. Par exemple, pas sportif, pas 1m90, pas d'ambition, pas la peine de matcher. Une nana qui veut un homme entre 25 et 30 ans, pas d'enfant, de 1m87 et plus, ne fume pas, et asiatique, et en plus d'avoir bac plus 5. Non, on est sur une désillusion ultime, sans contexte. Si en plus on continue à aller plus loin, des nanas qui carrément veulent des hommes qui... par exemple, la taille minimum, 1m78, ouverture d'esprit, tolérance et acceptation de la différence. Déjà, exclure tous les hommes en dessous d'1m78, c'est un grand esprit de tolérance et d'acceptation. Et là, encore une fois, un homme de plus d'1m80, en sachant qu'elle doit être... elle est engagée, apparemment rigolote, elle a un fort caractère, et possible en plus végétarienne. Autant vous dire qu'on est dans des espèces de désillusions qui sont assez hallucinantes. Voilà, que dire de plus que les stats font peur pour la société de demain. Trop c'est trop. On peut pas accepter. On peut pas accepter ça. Moi je dis allons-y quoi. On a donné par la voie du féminisme et aussi tout un tas de technologies la possibilité à l'hypergamie de s'exprimer à son plus haut potentiel, et malheureusement ça risque de secouer un petit peu la société. Alors pour l'instant pas en bonne chose, parce que je doute aujourd'hui que les jeunes de la génération Z soient heureux, dans le sens où ce sont les générations qui sont le plus connectées, avec la possibilité de nouer des relations les plus facilement possibles, et ce sont les générations qui sont aujourd'hui statistiquement qui se sentent le plus seules et qui ont le plus de troubles dépressifs, ce qui nous amène à nous poser quand même beaucoup de questions. Donc voilà, finalement, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'on est un petit peu dans la merde. Mais je vais quand même conclure avec des petites solutions, parce que je ne suis pas là que pour critiquer et mettre la tête des gens dans la merde quand même. Donc du coup, conclusion et réponse, mademoiselle, et réponse, mesdames. Voilà la suivante. Hop là. Du coup, on est bien d'accord que, en fait, en donnant l'attention à ce petit
pool d'hommes, en fait, vous leur donnez tout le pouvoir. Imaginez, il faut que vous mettiez dans la tête, mesdames, c'est comme si vous aviez des hommes, là, vous avez plein d'hommes autour de vous. Vous savez, ils font tout pour vous, mais vous les placez dans la friend zone. D'accord? Mais ils font tout pour vous. Si vous leur demandez de faire un truc, ils l'exécutent. En fait, c'est exactement comme ça que les hommes qui sont là ressentent vis-à-vis de vous. En gros, ben, vous êtes acquises, voilà. Ils en ont des dizaines et des centaines qui gravitent autour d'eux et qui font la même chose. En fait, vous donnez tout le pouvoir à une faible partie d'hommes. Comme vous, bah, parfois, bah, vous n'êtes pas intéressé par des hommes trop acquis, mais en fait, c'est exactement la même chose. Ils ressentent exactement la même chose quand vous mettez en friend zone les hommes qui sont là. D'accord? Donc, du coup, la réponse, elle ne se situe pas là. Vous voulez avoir des hommes qui sont prêts à s'engager et qui ne vont pas faire les connards. Bah, tout simplement, c'est typiquement le genre d'homme que vous avez, 1, placé en friend zone, 2, auquel vous ne répondez pas sur les applications de rencontre ou sur les réseaux sociaux. Et ces hommes-là, devinez quoi, ils se situent ici. D'accord? Ça ne veut pas dire, et je comprends que vous ayez envie d'aller le plus haut possible, parce que, évidemment, on n'a pas envie de tomber sur un creep, on n'a pas envie de tomber sur un gars bizarre, on n'a pas envie de tomber sur un gars violent, parce que peut y avoir aussi des personnes qui sont dangereuses, qui ne comprennent pas. D'accord? Donc, essayez d'avoir un minimum d'exigence, parce que ça c'est normal que vous soyez exigeant. Par contre, ne vous amusez pas à être dans l'hyper-exigence, à faire n'importe quoi, parce que va arriver où en fait, à 20 ans, bah, vous êtes 8 sur 10, et puis quand vous en avez 35, bah, vous êtes plus qu'une 5, et pire encore, si vous avez un enfant, bah, en fait c'est comme si vous étiez un 3, d'accord? Même si vous êtes attirante. Donc réfléchissez bien, d'accord? Voilà, les hommes bien sont cachés en fait, soit dans votre friendzone, soit bah, les messages que vous ignorez parce que oh, il n'est pas assez amusant, oh, en fait, on se fait chier dans la relation, mais mesdames, une relation où justement, une relation saine est une relation où vous faites chier, parce que vous n'êtes pas censé avoir des conflits en veux-tu et en voilà. Si vous voulez être dans une relation où vous êtes apaisé, vous entrevoyez un avenir et vous voulez fonder une famille avec un homme qui assume ses responsabilités, qui est masculin, qui a une énergie masculine, mais vous êtes là aussi pour le soutenir, parce que si vous demandez des valeurs traditionnelles alors que vous n'êtes pas traditionnel, bah en fait vous ne pourrez pas attirer ces hommes-là. Donc c'est très simple. Donc tous les hommes que vous ignorez qui sont invisibles, en fait c'est là où se cachent les hommes bien. Ça ne veut pas dire qu'ici il n'y avait que des connards, ça ne veut pas dire ici qu'il n'y a que des hommes bien, nous sommes bien d'accord, mais essayez en fait d'élargir vos horizons, c'est-à-dire au lieu d'être tout le temps ici, eh ben, élargissez un peu et vous verrez qu'en fait des hommes qui sont 5-6 sont très bons pour en fait vous donner une vie, non pas forcément la vie de rêve, mais qui seront là pour vous et qui vous aiment réellement pour qui vous êtes. Voilà. Donc, est-ce que j'avais tout dit? Bah, c'était tout pour cette vidéo, très longue vidéo. Je fais que parler, mais ce sujet est important. C'était tout, donc, du coup, pour répondre à ce phénomène de société. Moi, je vous dis à la prochaine. En revanche, n'oubliez pas quand même de liker, de vous abonner. Si vous avez besoin de coaching, ben, n'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer un message sur la page Facebook ou bien m'envoyer un mail. Le site est bientôt prêt, vous pourrez prendre rendez-vous bientôt sur le site deviennmachine.fr. Juste, il y a les produits pour ceux qui veulent améliorer leur peau, prendre soin de leur santé ou les compléments alimentaires. Ceux qui veulent un coaching bien sûr en micronutrition, développement personnel, je vous attends de l'autre côté. N'oubliez pas, il y a le livre. D'ailleurs, le livre, Le Monde des Paillettes, mais qui je suis vraiment toujours en vente sur Amazon. N'oubliez pas de vous le procurer. Je rappelle, c'est du développement personnel, c'est de la psychologie, pas de l'eau de rose. Hein. Je suis pas là pour ça. Augmenter son estime de soi, bien s'alimenter, comprendre les phénomènes psychosociaux, le sommeil et surtout, la technologie à bien maîtriser, la gestion des écrans, les réseaux sociaux, les réseaux professionnels,
Bref, si vous voulez avoir un décryptage et de comprendre un petit peu tous les phénomènes qui existent dans notre monde à l'ère du numérique, c'est ce livre qu'il vous faut acheter et il est super génial. J'ai déjà plein de retours. Je dis pas ça parce que c'est mon livre. Mais en tout cas, vous aurez bien compris. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, portez-vous bien.